Bonjour à tous. Bon, tout le monde entend bien là? Parfait. Donc bienvenue dans l'atelier On plonge dans le monde des conspis avec Spicy Educ. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Spicy Educ, je vais quand même rapidement vous présenter la plateforme. Donc Spicy Educ, c'est une ressource numérique d'éducation aux médias. On met à la disposition des enseignants des contenus vidéo pour les aider à élaborer leurs séances d'éducation aux médias, lutter contre la désinformation et exercer l'esprit critique des élèves. Donc quand on se balade sur la plateforme, ça ressemble à ça une fois qu'on est connecté. La plateforme est disponible par abonnement, on est sur le GAR, EasyDoc et aussi disponible sur notre site internet pour ceux qui ont passé portail, pour le collège et pour le lycée. Une fois connecté, ça ressemble à ça. Donc là c'est le carrousel avec les contenus à la une et on a environ 250 contenus vidéo, plutôt des formats courts de quelques minutes qu'on a organisés en parcours thématique pour pouvoir vous aider à élaborer vos séances. Donc on a un parcours sur les théories du complot qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. Un parcours Covid-19 qui va devenir un parcours plus santé et sciences. Un parcours éducation aux médias, donc le rôle des journalistes, comment est-ce que se fabrique l'information. Un parcours sur les réseaux sociaux évidemment, TikTok, Instagram, comment fonctionnent les algorithmes. Un parcours fake news, le cerveau, donc c'est tous les biais cognitifs qui rentrent en jeu dans notre compréhension de l'information. On va en parler un petit peu aussi aujourd'hui. Et un parcours démocratie numérique, donc l'impact des fake news sur les élections par exemple. Et on a aussi quelques documentaires plus longs, vous pouvez retrouver en bas, qui vous permettent d'approfondir certains sujets. Donc là ça va plus durer 30 minutes, 1 heure. Mais la plupart de nos formats durent quelques minutes, c'est des formats courts pour que ce soit facilement utilisable en classe. Et chaque parcours est accompagné d'une fiche pédagogique. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais me baser sur une des fiches pédagogiques qu'on a fait pour le parcours théorie du complot, qui est toute nouvelle d'ailleurs parce qu'on l'a fait revoir par un enseignant, enfin avec des enseignants. Donc vous serez un peu le crash test pour la nouvelle fiche pédagogique, comme ça. Et on peut aussi chercher les contenus par mots-clés et par niveau. Si vous voulez pas forcément suivre les parcours thématiques, c'est possible. Par exemple, si vous voulez faire un contenu sur les influenceurs, TikTok, etc., juste ponctuellement comme ça avec votre classe, c'est une autre façon de procéder. Et il y a aussi une barre de recherche là pour chercher les contenus. Alors, le monde des conspis, c'est parti. Donc ça, c'est la fiche pédagogique, théorie complotiste. On plonge dans le monde des conspis. Donc voilà, donc il y a une étude de l'IFOP, donc l'Institut français d'opinion publique, qui montre que 28% des 18-24 ans déclarent adhérer à au moins 5 théories du complot. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Et c'est ceux qui déclarent y croire, donc voilà, qui sont un peu conscients. Donc ça, voilà, c'est comment se présente une fiche pédagogique. On parle des liens, des cycles avec lesquels c'est en lien, pardon. Alors, la création d'un complot, bon, ça c'est un peu l'introduction de la fiche pédagogique. Mais moi, j'ai allé directement sur les petits exercices. Alors déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre un complot et le complotisme? Je ne sais pas si vous voulez... Ouais, c'est un petit peu différent, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Ok, alors je vais vous montrer une petite vidéo de la plateforme justement, qui prend le cas du 11 septembre pour vous montrer un peu la différence entre complot et complotisme. Déjà un peu revoir vraiment les définitions de base, c'est quand même assez important. Donc là je les ai mis dans ma liste, donc juste pour vous montrer par exemple, vous pouvez sauvegarder des contenus dans votre liste, là la vidéo est ici, ou si je tape dans la barre de recherche 11 septembre, tac tac tac, complot ou complotisme. Et après c'est juste une petite vidéo qui se lance, c'est très simple d'utilisation. Épisode 2. Attentat du 11 septembre. Complot ou complotisme? Un complot, qu'est-ce que c'est? C'est une action concertée, secrète, coordonnée et organisée dans le but de commettre un acte violent, de nuire à une personnalité ou une organisation. Des complots, il y en a eu plein dans l'histoire, des centaines, comme l'assassinat de Jules César, la mort du duc de Guise pendant les guerres de religion, ou bien les nombreuses tentatives de la CIA pour renverser Fidel Castro à Cuba. Et le 11 septembre, c'est bien un complot. Un plan secrètement élaboré par Al-Qaïda, des
Ça va, c'est pas trop fort? Non, un petit peu. Ok. Donc voilà, en fait, la différence, c'est vraiment les preuves. Le complot, c'est quelque chose de tangible. Enfin, il y en a eu plein, ça existe. Et le complotisme ou une théorie du complot, c'est des complots qu'on imagine sans preuve, en fait. Donc par exemple, dans le cas du 11 septembre, c'est un complot, en fait, l'attentat du 11 septembre. Mais par exemple, il y a plein de théories complotistes qui ont émergé, comme les attentats sont les faits, en fait, des services secrets américains. Donc voilà, ça c'est typiquement un petit exercice que vous pouvez faire avec vos élèves. Vous êtes un peu dans le rôle des élèves aujourd'hui, on va dire. Donc un petit exercice, je ne vais pas faire tous les exercices qu'on propose comme j'ai que 30 minutes, mais ça peut être de voilà, vous amuser avec vos élèves, de dire bon bah trouvez-moi des complots, trouvez-moi des théories complotistes et comparer, ou un peu trouver des théories complotistes et trouver quels sont les arguments qui ont été avancés, s'il y a eu des preuves ou pas. Ensuite, on va voir aussi que dans les théories du complot, il y a un peu des codes qui reviennent régulièrement pour convaincre, en fait. Toutes les théories complotistes reprennent un peu les mêmes ingrédients, si on peut dire, qu'on retrouve dans toutes. Pour ça, je vais me baser sur un documentaire que je vais vous montrer qui s'appelle Infodémique. On s'est basé sur le cas du Covid, comme il y a eu plein de théories autour du Covid. Et que bon, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc on a des documentaires plus longs, comme je vous ai montré, d'Infodémique, comme Infodémique qui dure 30 minutes. Mais on a aussi découpé nos documentaires en petits bouts pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc Infodémique, je vais juste vous montrer le début de la bande-annonce. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça c'était un peu pour remettre dans le contexte, mais je pense qu'on s'en rappelle tous plutôt bien. Et je vais vous montrer un peu les différents ingrédients des théories du complot et pourquoi le Covid était un peu le parfaite étude de cas. Et je vais vous demander d'essayer de vous rappeler un peu les différents ingrédients et de me les lister après, petit interro. C'est bien le son là? Ouais. Les épidémies et les maladies ont à voir avec la vie et la mort. C'est avec des choses qui sont les plus intimes. On est tous concernés, puisque on est concerné dans notre corps, dans le corps de nos proches. C'est normal en fait que ça suscite ce type d'explication et ce type de besoin en fait. Deuxième ingrédient, c'est une maladie nouvelle qui nous tombe dessus brusquement et sans explication. Et du coup, ça fait peur. Troisièmement, c'est une épidémie qui arrive d'un pays lointain, que l'on ne comprend pas très bien et que l'on ne connaît pas très bien. Quatrième ingrédient, on n'a pas de solution, ni pour la maladie, ni aux conséquences de la maladie, et notamment le confinement. La majorité de la population mondiale est enfermée chez elle depuis 2 mois.
Alors, est-ce que vous avez un peu retenu les 5 ingrédients, entre guillemets, qui font que les théories du complot fonctionnent, qu'on a envie d'y croire? Exactement, pas de solution. C'est ça, ouais. Donc là, c'est exactement ça. Donc ça doit être concernant, nous impliquer. Ça suscite des sentiments comme la peur, l'étonnement, c'est inquiétant. C'est peu compréhensible par le public, souvent c'est assez technique. On est impuissant, on peut rien y faire en fait. Et donc du coup, on a envie de trouver un responsable. C'est assez simple et c'est assez récurrent dans beaucoup de théories complotistes. Donc voilà, donc ça peut être un peu, ça va être un peu les mécanismes, enfin les réflexes on va dire à avoir face à des théories complotistes ou même des fake news, ça peut marcher. D'où vient l'information? Faut pousser les arguments pour montrer l'insuffisance, faire confiance à son bon sens. Et en fait, souvent, la vérité est juste beaucoup plus simple. Souvent, on a envie de trouver des explications un peu hyper compliquées, etc. Mais souvent, c'est assez simple et le hasard y est pour beaucoup. Bon, je passe un peu les ateliers suivants. Et on va passer sur la séance 2 qui est pourquoi est-ce qu'on y croit. Donc ça va être plus tous les affects et biais cognitifs qui rentrent en jeu. Et là encore une fois c'est sur les théories du complot, mais ça marche aussi avec la désinformation. Et je vais vous montrer une nouvelle vidéo. C'est toujours avec l'étude de cas du Covid sur pourquoi est-ce que ça fonctionne, quels sont les affects qui font qu'on y croit. Pour faire suite un peu à cette vidéo. Ces théories du complot sont bien pratiques quand on ne sait rien et que l'on a légitimement peur. Les théories du complot, elles nous rendent un service psychologique en nous consolant, en nous rassurant. Elles nous disent, ne t'inquiète pas, ce virus, c'est le fruit des agissements malveillants, maléfiques d'un petit groupe d'individus. Il suffit de neutraliser ces gens-là, voire de les éliminer, pour éliminer le problème. C'est terrible, mais quand on ne sait rien et qu'on s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre, une bonne théorie avec un gros méchant, ben c'est plus rassurant. Et d'un coup, on va mieux. Rien n'est pire que l'incertitude, surtout face à une menace. C'est humain. Ça permet de désigner un coupable quand on n'en a pas. Et ce coupable, il va canaliser notre peur et aussi notre ressentiment. Au-delà de leur côté pratique, les théories du complot actionnent les mécanismes de notre cerveau qui attisent notre curiosité, une envie irrépressible d'avoir une réponse à nos questions, même quand c'est pas la bonne. C'est ce qu'explique très simplement le sociologue Gérald Bronner. Il y a d'abord 2 ingrédients fondamentaux. Premièrement, ça peut sembler banal, mais un effet d'implication. Il faut que l'information nous intéresse. C'est-à-dire si le prix du beurre, je sais pas, en Australie est multiplié par 3, c'est pas vraiment une information qui nous intéresse a priori. Sauf si ça nous met dans un état d'incomplétude cognitive. Par exemple, il y a un site qui va dire vous ne devinerez jamais pourquoi le prix du beurre. Alors là, effectivement, il peut y avoir un effet d'implication parce que c'est ce qu'on appelle l'incomplétude cognitive. Je vais avoir tendance à vouloir remplir le trou que l'énoncé a créé. Évidemment qu'une pandémie qui pourrait nous toucher, qui pourrait toucher nos proches, crée un effet d'implication. Il faut qu'il y ait une incertitude. Les deux ensemble, effet d'implication et incertitude, généralement mécaniquement, créent de la croyance. Je vous résume donc. Quand on a peur et que ça nous concerne, on est tout de suite beaucoup plus réceptif au discours de ceux qui prétendent avoir une solution. Today an airplane arrived carrying this plague to the moment when mankind stood on the precipice of destruction. L'un des autres facteurs qui est souvent mis en avant par les spécialistes pour expliquer le côté attractif des théories du complot, c'est qu'elles sont séduisantes, qu'elles font un peu le code des grands films à suspense. Ce qui fait l'efficacité d'une théorie du complot, c'est effectivement son effet dévoilement. Je vais vous prouver, vous montrer ce qu'on vous cache. Pour cela, ces théories utilisent une technique pour convaincre qu'on appelle le millefeuille argumentatif. On accumule
tout un tas d'arguments, parfois empruntés à des champs très variés de la connaissance. On vous dit, ah, mais tout est vérifiable, hein, ce sont des faits, et on tord les choses par exemple, en surinterprétant ou en interprétant à côté de la plaque un document qui est authentique, un brevet par exemple, en vous disant, bah, vous voyez, c'est la preuve que ce coronavirus a été créé en laboratoire, il a été inventé par l'Institut Pasteur ou autre. Simplement, on lit de travers, le spectateur se dit, mais tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu. En gros, on vous noie sous une multitude d'arguments, d'éléments. Résultat, on n'y voit plus clair. On commence à douter. Et ce millefeuille argumentatif, il s'appuie sur ce que l'on appelle des biais cognitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau nous joue des tours. Que notre pensée n'est pas une ligne droite. Elle circule sur différents chemins, prend des détours. Et du coup, nous avons tendance à tirer des conclusions d'une certaine manière. On dit que notre pensée est biaisée. Et hélas, ça va parfois nous induire en erreur. Mais ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Voici quelques-uns des plus importants de ces biais cognitifs. Le plus connu, c'est le biais de confirmation. C'est tout simplement le biais qui va me conduire à aller chercher plutôt des informations qui vont dans le sens de mes attentes, plutôt que des informations qui les contrediraient. Ça, c'est extrêmement documenté. On sait qu'Internet amplifie l'empire de ce biais de confirmation. Évidemment, ça veut dire qu'en général, ça fait que les individus tendent à s'enfermer dans leurs propres convictions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ces convictions, mais en général, qu'elles soient vraies ou fausses, ils vont avoir tendance à s'enfermer dans leurs propres convictions. S'ils sont persuadés, par exemple, que le virus a été développé dans un laboratoire, et pourquoi pas un laboratoire chinois, eh bien, grâce au moteur de recherche, ils vont facilement trouver des dizaines de propositions intellectuelles allant dans ce sens-là et qui vont être éventuellement très convaincants. Ensuite, il y a le « à qui profite le crime ». Un autre biais qu'on a évoqué, qui est très drôle, entre guillemets, dans cette affaire, c'est le qui prodesse, qui bono, à qui profite le crime. Alors c'est très drôle parce qu'en l'occurrence, une pandémie, ça profite à personne, hein, véritablement. Enfin, il y a toujours des acteurs qui vont vendre des masques, qui vont s'en sortir un peu mieux que d'autres, mais grosso modo, pour les nations en tout cas, toutes les nations vont être sévèrement, ou presque toutes, sévèrement touchées, soit directement par les morts, soit aussi, bien sûr, par les impacts économiques. Et comme l'économie est interreliée, tout le monde va sombrer dans une forme de crise qui n'est pas, pas besoin d'être Nostradamus, elle est déjà là. On peut aussi citer le biais de proportionnalité. On a du mal à imaginer que quelque chose d'aussi petit qu'un virus microscopique puisse puisse avoir des conséquences aussi fantastiques, c'est-à-dire le confinement, une fraction considérable de l'humanité aujourd'hui. Et donc, on cherche quelque chose de moins aussi équivalent, ou un complot, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. On se dit, c'est pas possible qu'un seul tireur isolé, Lee Harvey Oswald, ait pu assassiner le président des États-Unis. De la même manière, on se dit, c'est pas possible que 19 pirates de l'air islamistes aient pu créer le plus grand attentat, le plus meurtrier de toute l'histoire du terrorisme international. Ben là, c'est pareil. Ils cherchent tout de même des explications qui aillent au-delà de la simple, disons, affaire du hasard. Pas de hasard. En effet, notre cerveau a tendance à refuser cette possibilité très angoissante. Il voit bien souvent des intentions quand il n'y en a pas. Et des gens qui croient qu'il n'y a pas de hasard à cette pandémie, eh bien, il y en a de plus en plus. La preuve, avec un récent sondage. Alors, donc voilà pour cette vidéo, on va dire, qui résume un peu les principales explications, tours que nous joue notre cerveau dans notre croyance aux théories du complot. Est-ce que peut-être vous pouvez vous rappeler, si vous voulez prendre 2 minutes pour réfléchir entre vous, des 3 biais cognitifs principaux qui ont été cités? Ouais, proportionnalité, confirmation et à qui profite le crime, c'est ça. Donc biais de confirmation, on va retenir les explications auxquelles on adhère. Ça c'est très 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 classique, on le fait un peu tous en fait. Même quand on cherche à s'informer, on va un peu lire les journaux qui confirment nos opinions, chercher un peu ce qui nous arrange en fait. Voilà, chercher un bouc émissaire pour se rassurer. Et biais de proportionnalité, donc penser que des événements dramatiques ont forcément une explication quand parfois juste c'est comme ça.
Un exercice qu'on peut faire aussi, c'est de faire une carte mentale qui résume un peu les mécanismes de manipulation qui rentrent en jeu dans les théories complotistes. Alors je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, comment les théories complotistes manipulent-elles? Donc déjà, elles vont jouer sur nos affects en concernant des sujets qui sont impliquants et qui vont combler nos incertitudes et jouer sur nos peurs. Ça nous permet de désigner un coupable, ce qui nous rassure. Et même, elles vont nous rassurer. En fait, on va donner une explication à ce qui nous paraît improbable, impossible. Ensuite, il y a les manipulations plus cognitives. Donc, il y a le millefeuille argumentatif, avec le mélange du vrai et du faux, en donnant plein d'arguments donc on s'y perd. Et les biais cognitifs dont vous avez parlé, les biais de confirmation, biais de proportionnalité et à qui profite le crime. Donc là, c'est une petite carte qu'on a constituée qui permet un peu de faire une synthèse de tous les mécanismes qui entrent en jeu dans notre croyance aux théories du complot. Il me reste 5 minutes, donc j'ai pas vraiment le temps de vous montrer d'autres vidéos. Mais sur notre plateforme, on a aussi une série. Je sais pas si j'ai trop le temps, je devrais garder un peu de temps pour les questions. On n'a pas encore de vidéo pour le primaire. Pour le primaire, ça va arriver en janvier 2024. Là, c'est pour collège-lycée. Ouais. Même ça, c'est vrai que c'est assez poussé, infodémique. Non, c'est pas pour le primaire, non. Et pour le collège, on a aussi plus cette série qui s'appelle Oh My Fake. Donc ça, c'est vraiment des petits épisodes de 5 minutes sur plein de théories complotistes, mais on l'a aussi d'ailleurs pour les fake news. Je vous montre la théorie complotiste parce qu'on est dans le thème, mais on a sur plein de sujets sur la planète, les sciences, la politique. Et voilà, en 3 minutes, on va un peu analyser des théories complotistes. Par exemple, celle-là sur les Illuminati, en fait, en reprenant vraiment l'historique, la création, d'où est-ce qu'elles viennent, pour expliquer en fait comment on en est arrivé là aujourd'hui.